en réalité, ta première boîte, elle va échouer. Elle a échoué, ouais. Quelle est la plus grosse erreur que tu as commise ? On s'est dit c'est cool, on est 2 ingénieurs, on n'y connaît rien, donc on va arriver avec un recul total sur la vie et on va arriver avec des bonnes idées. Et la réalité c'est que tu arrives avec des mauvaises idées. Il s'avère que dans un monde de taux hauts, les banques ont tendance à prêter moins. Fermer les vannes. C'est grosso modo, il faut qu'il y ait moins d'argent qui circule. Notre promesse était, au lieu d'attendre plusieurs semaines, délai typique d'obtention d'un crédit bancaire, chez Defacto ça prend 30 secondes. Quand tu lis les bouquins d'Elon Musk, le type était multimilliardaire et il dormait sur le toit de son usine, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. Et si t'es productif et que tu fais 996, bah t'es une machine de guerre, ça s'appelle. Bonjour Jordan. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah très bien, merci. Je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on avait programmé cet épisode ensemble. Tu m'avais appelé, t'étais sur ton vélo le premier jour où on a pu discuter. J'ai annulé une fois, c'est pas très Ouais, sympa. mais c'est pas grave. Merci beaucoup de m'avoir invité malgré tout. Non, mais c'est super sympa. Je suis très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va traiter, parce que tu as un parcours hyper riche. Tu as passé par de belles boîtes, ou en tout cas une belle boîte. Tu en as monté une deuxième, le sujet qu'on va aussi évoquer aujourd'hui. Jordan, pour toutes les personnes qui te connaîtraient pas, ou en tout cas qui te connaîtraient pas suffisamment, comment tu te présenterais ? Bonne question. Première question. Donc moi c'est Jordan, j'ai 36 ans, j'habite à Paris, je suis marié, j'ai 2 petites filles. C'est assez structurant dans mon parcours en ce moment parce que ça prend pas mal de temps et d'énergie, mais c'est très gratifiant. Je suis ingénieur de formation. Donc j'ai étudié des maths et de l'informatique et j'ai des parents entrepreneurs. Et donc je pense que ça m'a pas mal forgé dans mes choix, on va dire, de carrière et dans le fait de m'être lancé dans l'entrepreneuriat dès la sortie d'école. Quoi, dans la tech, tes parents ou pas du tout ? Ouais, ils ont lancé une boîte qui faisait un progiciel. À l'époque, c'était encore une prémisse pour back-office bancaire. D'accord. Donc finalement, en fintech, quoi, en quelque sorte. Ouais. Ok, donc tu as baigné déjà là-dedans tout petit. Exactement. Okay. Et ma sœur aussi, du coup, est cofondatrice de Pivot et CTO. Et donc, voilà, on n'a aucune imagination. Ok, non, mais vous êtes... tu vois, je savais absolument pas. On n'en a pas du tout parlé, en plus, quand on s'est appelé. On n'a pas parlé de ton background, d'où tu venais vraiment. Ouais. Y a une partie, donc, t'es ingé de formation, si je me trompe pas. Peut-être de l'une des meilleures écoles qu'on peut faire en France. Et puis aussi aux États-Unis, puisque tu vas renforcer ça avec un séjour, ou en tout cas un échange, je dirais, aux US. Si on devait vraiment plonger dans, et ça je le demande tout le temps dans mon podcast, qui était Jordan Petit, comment tu le définirais ? Bah, j'étais bon élève. Okay. J'aimais bien l'école, j'avais des bonnes notes et j'étais compétitif, donc ça marchait bien. J'aimais bien les maths. Et puis j'avais beaucoup de copains avec qui on jouait au ping-pong et on se tirait la bourre sur les maths, quoi, en quelque sorte. Donc voilà, donc j'ai toujours été quand même assez sérieux. Je pense pas avoir fait d'énormes crises d'adolescence à mes parents, difficiles à gérer, etc. Ensuite, au lycée, bah, t'es bon en maths. En France, du coup, tu vas en prépa. Moi, j'avais l'exemple de mon père qui avait fait Supélec. Donc c'était un non-choix, quoi, en quelque sorte. Et une fois que t'es en prépa, bon, bah, tu fais tes concours et tu vois là où t'arrives. Donc, je pense que toute ma jeunesse, ma scolarité a été faite de non-choix, quoi, finalement. Ok. Non, mais hyper intéressant parce que, tu vois, moi, au contraire de toi, j'étais pas du tout scolaire. Pas très bon en maths, je détestais ça, tu vois. Et donc, on est totalement différents. Peut-être dommage, hein, peut-être qu'aujourd'hui, je vais le regretter dans quelques années. Mais en tout cas, bon, c'est la diversité qui fait aussi la richesse des aventures à la fois entrepreneuriales, mais tout court dans la vie, j'ai envie de te dire. Très clair sur ce passage-là. Tu vas étudier à Polytechnique, donc tu vas rentrer à Polytechnique. Ouais. Tu vas partir aux États-Unis. Comment ce choix se fait de partir aux États-Unis ? Bah, disons que donc quand on fait ses études à l'IX, la dernière année, tu as l'opportunité de la faire à l'étranger. Et donc moi, j'avais vraiment envie de vivre, tu vois, une expérience à l'étranger et plutôt dans des pays anglo-saxons, quoi, disons. Et ensuite, j'avais fait de manière assez random un stage à Los Angeles où, par hasard, j'étais tombé sur le campus de UCLA, donc l'université de LA, avec un campus, tu vois, qui fait rêver, quoi. Donc quand t'es plus jeune et que tu regardes des films sur des campus américains avec High School Musical, les frats et les sororities parties, etc.,
et que tu dis, bon, bah, si je me bouge un peu sur le dossier, ça peut être moi. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait, quoi. Donc, avec un groupe de potes de l'époque, on a postulé à un certain nombre d'universités, donc les Columbia plutôt côté New York, et on avait postulé à Stanford. Et donc, quand on était pris, on y a été, quoi. Donc là, c'est un peu le Californian Dream, quoi. Ouais. C'était quelle année, ça, à peu Ça, près? c'était 2011-2012. Ok. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de gens qui sont passés sur le podcast, qui sont partis, je dirais, en Californie, plutôt aux alentours des années 99-2000, D'accord. au moment du début de l'Internet et voire de la bulle de l'Internet, et qu'on décrit parfois des atmosphères très entrepreneuriales où ils ont vraiment connu et vécu de l'intérieur l'arrivée des nouvelles technologies. Toi, à ce moment-là, est-ce que tu te rappelles de ce qu'était la Californie en 2011? Mais c'est là où c'est un peu frustrant, dans le sens où, moi, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était de faire la teuf. Ok. Et du coup, donc il y avait quand même une concentration, tu vois, on va dire, je sais pas moi, de boîtes et de talents qui était assez ouf. Donc je me souviens avoir pris un cours un peu random de computer science parce que comment dire, voilà, c'est ça que je voulais apprendre. Mon prof, c'est David Sheraton, c'est le gars qui a mis 100K dans Google quand c'était encore ses élèves de PhD. Okay. Donc le mec était multimilliardaire et il te raconte des histoires de fous. Ensuite, on avait pris des cours de machine learning. C'était un peu moins connu à l'époque et notre prof, c'était Andrew Yang, qui est aujourd'hui, tu vois, le ponte du machine learning. Et je me souviens qu'à l'époque, je trouvais ça nul parce que les maths derrière étaient pas très intéressantes. En France, on a un enseignement académique hyper poussé. Donc avec des maths théoriques bien belles. Et là, on arrive dans ce truc, et en fait, c'est des régressions linéaires, et c'est bidon. Et donc, je me suis dit, Et les applications, c'était faire de l'analyse de sentiments sur les tweets. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ou de la détection de spam, tu vois. Et donc, je me dis, bon, c'est vraiment nul. J'avais aussi un cours d'entrepreneuriat. Et avec le recul... Ouais, j'avais manqué de Vista. C'est vrai? Ouais, parce qu'avec le recul, c'était un constat qui était peut-être pas le... Non, mais je pense qu'il y a le dernier exemple, c'est j'avais un cours d'entrepreneuriat donné par Peter Thiel et moi je le séchais pour aller faire des cours de planche à voile, tu vois. Donc je pense que t'as loupé un peu parce que c'est quand même un... J'ai loupé les 3 trucs. Ouais. Ensuite, donc pour revenir sur le machine learning, on s'est tous posé la question, tu vois, de faire des stages dans les big tech, les Google, etc. Donc moi je postulais pour être software engineer dans ces boîtes-là et en fait c'était pas terrible, tu vois. Les jobs, c'était beaucoup de clean de données. Si tu bossais chez YouTube, ton job, c'était de bouger la conversion du taux de clic de 0,01%. Et en fait, sur le moment, tu dis, oh, tu vois, je sais pas, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est quoi le sens, tu vois? Ouais. Ça te faisait pas rêver? Ça me faisait pas rêver. Mais en fait, derrière, multiplié par les milliards d'utilisateurs, bah là, c'était la partie de l'équation qui me manquait, quoi. Ok. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ces histoires-là, moi, je les connais peu. J'ai de la famille qui habite aux US et qui est dans la Silicon Valley aussi et qui était ingénieur et j'ai beaucoup vu aussi des profils, on en parlait là, de ton background académique. Il y a une chose qui m'a frappé moi, mais justement vu que tu y as été et que tu as vécu cette expérience-là, en France on s'accorde beaucoup aux diplômes des grandes universités. Aux US, bien sûr qu'il y a des grandes universités qui sont très connues, qui font partie de classements très précis. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu formées sur le tas et qui arrivent vraiment à des positions de très bons entrepreneurs ou des très bons jobs dans des startups ou scale-up sans avoir fait des écoles très connues. Et beaucoup de gens te disent, en fait, quand tu viens même avec HEC ou Polytechnique, peut-être moins, j'ai moins la vision et je connais moins ce milieu-là, mais de dire, en fait, quand tu arrives là-bas, personne ne sait ce que c'est. Ouais. Est-ce que ça a été ton cas ou pas du tout ? C'est un bon sujet. Je vois souvent, surtout sur LinkedIn, des gens qui s'arrachent les cheveux en mode au States c'est trop bien, les diplômes ne comptent pas, alors qu'en France c'est sclérosé par une sorte de méritocratie diplômée, quoi, en quelque sorte. Ce qui est vrai, c'est quand j'avais fait mes quelques stages, en software engineer, il y avait des gars qui avaient des bachelors en histoire. Et donc comme ça, des profils un peu random, quoi, entre guillemets. Parce qu'on a moins en France où, en fait, si par exemple tu veux être quant ou trader à Paris, faut avoir fait l'une des top 5 engineering school. Sinon, en fait, tu passes même pas les entretiens. Donc, je pense qu'au States, c'est un peu moins bloqué, quoi, entre guillemets. Tu peux peut-être plus y aller au culot. Après, moi, vu que j'évoluais dans un milieu de diplômés,
en fait, on n'avait pas le problème de ne pas avoir de diplôme. Ouais, c'est ça. Donc, je sais pas trop dire. Quoi. Mais c'est vrai que le monde américain est très bizarre sur ça, parce que tu vois des gars avec des diplômes hyper bizarres et qui bossent dans des trucs qui n'ont rien à voir avec leur sujet. Par exemple, le CEO de Palantir, je crois, qui faisait, avant de lancer Palantir, qui est donc cette boîte qui fait qui est un petit peu maintenant un modèle, qui a énormément monté en bourse et maintenant on ne sait plus trop où c'est. Très valorisé. Exactement. Et c'est pas un conseil en investissement. Hein. Non, oui, c'est vrai, il faut ajouter le disclaimer. Ni un conseil en short. Mais, et lui, je crois, avait une thèse en anthropologie ou quelque chose d'assez random. Et ensuite, il s'est mis à faire de la défense nationale. Donc, je pense qu'il y a plus ces histoires, effectivement. Mais de là à en faire un principe, je sais pas. Globalement, en fait, quand tu postules à des entretiens, si tu as un diplôme, ça aide, on va pas se mentir. Ouais. J'ai écouté un podcast à ton sujet, parce qu'en plus, quand les personnes sont J'ai déjà fait beaucoup de podcasts. Ouais, c'est pour ça. Et en fait, quand les gens font des podcasts, c'est hyper bien, parce que tu découvres des facettes de la personne. Tu vois s'ils répètent toujours la même chose ou pas. Tu vois s'ils répètent, donc pour l'instant ça va, tu répètes pas trop. Non, c'est plus sérieusement. Et tu parlais à un moment donné que tu avais goûté à l'entrepreneuriat. Parce que tu as parlé de ton background, tes parents, ta sœur. Mais à l'époque, tu t'étais essayé à l'entrepreneuriat avant de connaître un peu le succès, ou en tout cas ce que tu as fait dernièrement avec ta dernière boîte et ce que tu es en train de faire en ce moment. Pourquoi, à un moment donné, tu décides de tester et de te lancer dans l'entrepreneuriat ? Disons qu'à la fin de tes études, tu as le choix entre, grosso modo... Donc on baignait, nous on sortait de la Silicon Valley, donc dans la Silicon Valley, les profs te disent lancez votre startup. Un peu comme à Y Combinator, là, le fameux accélérateur qui avait été cofondé par Paul Graham et Sam Altman. Ils te disent voilà, lancez un truc sur lequel vous êtes passionné. Donc t'es quand même, t'es vraiment poussé explicitement à entreprendre. Parce que derrière, en fait, sur place, t'as accès à du funding, t'as accès à des talents. Tu peux parler à des entrepreneurs à succès, et donc en fait je pense que c'est un très bon endroit pour entreprendre directement en sortie d'école, parce que tu as vraiment accès à de l'information, quoi, en quelque sorte. Je pense que c'est donc ça d'une part. Deuxièmement, donc j'ai le modèle de parents entrepreneurs qui en fait grâce à la boîte qu'ils ont montée, ont atteint une forme de sécurité matérielle, ont atteint une forme d'émancipation, de montée en termes de classe sociale, etc. Donc moi, j'ai ce modèle-là, quoi, de réussite en quelque sorte professionnelle par l'entrepreneuriat, et avec le sentiment d'énorme liberté que ça t'offre, mais aussi de responsabilité, quoi. Oui. Et du coup, quand on décide de rentrer en France avec l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Louis, on décide de monter une boîte ensemble. Lui, derrière, a aussi un background entrepreneur et tout ça. Mais a posteriori, lancer une boîte en France, donc on était en 2013, il y avait pas Station F, il n'y avait pas d'accélérateur, il n'y avait pas de fonds de précide, quoi, quasiment. Il n'y avait pas d'écosystème, en fait. C'était un peu con, a posteriori. C'était à minima très risqué. Ouais, c'est un constat assez lucide, alors, pour l'époque. Si je devais, donc en réalité, ta première boîte, elle va échouer. Elle a échoué, ouais. Quelle est la plus grosse erreur que tu as commise ? Oh, alors, on en a fait pas mal, hein, je pense. Donc, on sait... Quelle est la plus grosse erreur ? Alors, il y en a plusieurs. Donc, on avait monté une sorte de place de marché d'articles de presse. Ça s'appelait Rebel. On s'était mis en chambre pour affiner notre vision de ce qu'allait être le futur de la presse. Donc déjà, première erreur, on a construit un petit peu notre produit et ce qu'on voulait faire en chambre, versus aller parler à des gens. Ensuite, on s'est mis dans un milieu qui perdait de l'argent. Grosso modo, en fait, la presse passait d'un format print à un format digital sur lequel les gens ne voulaient pas payer. Et donc, il y avait une vraie crise de business model de la presse. Là, aujourd'hui, je pense que c'est revenu à... Il y a vraiment de la presse gratos. Et puis, tu as une partie de la population qui accepte de payer pour les Échos, The Economist, pour de la qualité, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu plus structuré, un peu plus segmenté. Mais à l'époque, on était... à l'époque, j'ai l'impression que c'était il y a 30 ans. C'était il n'y a pas si longtemps. C'était pas si longtemps, c'était il y a 10 ans, quoi. C'était un peu quand même en mutation. On s'est dit, c'est cool, on est deux ingénieurs, on n'y connaît rien, donc on va arriver avec un recul total sur la vie, et on va arriver avec des bonnes idées. Et la réalité, c'est que tu arrives avec des mauvaises idées. Donc ça, je pense, deuxième erreur, de se mettre dans un milieu un peu déclinant dans lequel tu connais rien. Et la troisième, c'est je pense qu'on n'était pas assez complémentaires avec mon associé. En gros, on était tous les deux ingénieurs et on voulait tous les deux coder.
Donc en fait, on a codé un truc là où en fait on n'était pas assez CEO CTO quoi en quelque sorte. On était tous les deux CTO. Pourtant c'est le rêve parce que plein de profils hyper sales n'ont pas de profil vrai, tech et vous avez les deux la tech mais pas de profil. On n'était pas assez salesy à l'époque. Salesy, Et on a manqué de recul et de maturité pour comprendre ça et pour se dire tiens, soit on va chercher une troisième personne, soit on laisse tomber. Tu vas rejoindre un peu plus tard un startup studio qui est plutôt connu du grand public aujourd'hui, qu'il est peut-être un peu moins à l'époque. En tout cas, j'ai moins la vision et le recul pour le dire. Aujourd'hui, il s'appelle Exa. Auparavant, il s'appelait eFounders. Yes. Il y avait un prisme très SaaS B2B ou B2B SaaS. On peut le dire dans les deux sens. Ouais, ça marche aussi. Ça marche dans les deux sens. À l'époque, tu vas avoir une casquette très produit. Et en plus, on peut parler de produit, de product. Des puristes vont me dire product, c'est pas forcément la même chose. J'ai déjà entendu ça, je sais pas pourquoi on m'a dit ça. Okay. Voilà. La question que je voulais te poser, c'est à ce moment-là de ta carrière, quel est le constat de départ de eFounders et comment tu vas te retrouver à intégrer un startup studio? Donc à ce moment-là de ma carrière entre guillemets, donc ça fait 4 ans qu'on commence à bosser. Donc on a fait notre expérience entrepreneuriale 2 ans avec Louis, puis j'ai eu un autre job en gros pendant 2 ans. Qui est assez anecdotique. S'il faut remettre en contexte, la plupart de mes potes qui, eux, avaient fait le choix de bosser dans des Google ou des cabinets de conseil ou de la banque, ils sont beaucoup plus loin. Ils commencent à avoir des salaires vraiment cool. Ils font des off-site à Marrakech avec leur boîte. Ils kiffent. Ils sont passés de junior associate à principal ou je sais pas quoi. Ces boîtes-là arrivent très bien à cadencer les promotions et les grades au début pour créer de la stickiness quoi. Ouais, c'est ça. Donc avec des bonnes augmentations salariales. C'est ça, tous les 6 mois en fait, il y a une bonne pour moi le coup de maître de ces boîtes, c'est ils ont vraiment geeké la carotte quoi. Ouais. Mais est-ce que tu es drivé par les bonnes choses au final? À ce moment-là? Oui, parce que tu es jeune et tu te dis, ok... Parce qu'en fait, il s'adresse à des personnes plutôt diplômées, du coup, en tout cas en France, où en fait, quand tu n'es pas diplômé, tu peux pas y avoir accès. Et donc, il s'adresse à des bons élèves qui veulent bien faire. Généralement, des overachievers insecure. Et donc, en quelque sorte, il suffit de mettre un système de notes dans lequel tu peux te comparer, dans lequel tu sais objectiver ta performance. Et il suffit de mettre une cadence suffisamment... fréquente, d'avoir le prochain objectif suffisamment clair, mais voilà, pour forcer en fait les gens à se dépasser et à bon courir, rapport temps, ouais. Exactement. Et donc ils font ça très bien. Donc bref, moi à ce moment-là, du coup, je suis en retard par rapport à mes potes et j'aime pas ça, tu vois. Donc pour rattraper le retard, il faut tenter un truc et donc faut retenter l'entrepreneuriat, quoi, en quelque sorte. Et donc j'avais fait l'expérience Startup Copain. Et donc, moi, je souhaitais un petit peu maximiser les chances de succès, plutôt minimiser les chances que ça vale zéro. Et donc, je me rapproche d'un modèle intermédiaire qui est le Startup Studio, eFounders. Donc, à ce moment-là, en gros, moi, je comprends que je préfère les plays B2B versus B2C parce que tu as des cycles de vente qui me paraissent un peu plus rationnels. Un gars arrive avec un besoin, si tu le remplis, a priori, il achète. Sauf s'il ne connaît pas son besoin ou sauf s'il s'en fout. Là où en B2C, par exemple, je sais pas moi, j'aurais jamais été capable d'inventer Instagram ou Snapchat, de faire des photos qui s'effacent alors que tu as des stories. Tu vois, genre, ouais, ça te paraissait pas... Je sais pas, ça m'aurait pas... alors qu'en fait, le use case, c'est évident. C'est évident, mais à la fois, en fait, c'est quand tu vois... En fait, c'est ça la force de ces applications, c'est de se dire... En fait, c'est à la portée de tout le monde comprend, tout le monde y voit l'utilité. Ouais, et en fait, tu craques quelque chose que personne n'utilisait et que tout le monde adopte du jour au lendemain. Ouais, donc c'est très fort, mais c'est impossible à... Enfin, c'est vraiment un pari, quoi. C'est impossible à objectiver en amont. Alors que quand tu lances un play B2B, tu as un certain nombre d'hypothèses. Tout le monde te dit que ce que tu veux faire, c'est impossible ou que ça ne marchera pas parce que si ça marchait, ça aurait déjà été fait. Et donc, il faut trouver un petit peu les hypothèses sous-jacentes que font les gens qui ne sont plus vraies aujourd'hui. Oui. Et donc, ça se dénoue, quoi, en quelque sorte, comme modèle. Donc, bref, je me rends compte que voilà, je veux faire du SaaS, du B2B,
que j'aime bien coder, mais pas que. Donc, du coup, je me mets la casquette product ou produit ou. Ouais, c'est très bien product. Voilà. Ou l'un des deux ou les deux. Et donc, je me rapproche d'eFounders, que je croise un peu par hasard à une conférence qui s'appelait B2B Rocks, il me semble. Ouais. Je crois que ça je crois que ça existait ça encore existe il y a encore, quelques... Ouais, je crois. En tout cas, il y a 1 an ou 2, je l'ai fait. Ouais, ça existe. Et donc, l'un des types présentait, tu vois, le fait qu'ils incubaient des SaaS. Et je me dis, tiens, ça a l'air cool. À l'époque, ils avaient Mailjet, Mention. C'était le début de Front. Et c'est tout. Donc, ils avaient quelques boîtes qui étaient en train de se lancer, mais pas du tout de success story. Et donc, je me rapproche du studio. Donc, je rencontre Thibaut Alzière, qui est quelqu'un de très inspirant. Voilà, il est grand, il est beau gosse, il est assertif, t'as envie de bosser avec lui. Il me dit, tiens, on est en train de lancer un truc en fintech. Donc je me dis, tiens, cool, j'ai fait des maths financières, j'aime bien la tech, ok, c'est pour moi. Et je rencontre mes futurs associés, Rodolphe et Guillaume. On mange 2-3 pizzas et puis on décide de se lancer, quoi. Ok. Ils étaient là avant toi sur le projet? Ils étaient là avant moi. Donc ils ont... beaucoup de temps avant? 6 mois à peu près. 6 mois, ok. Parce que si tu peux rappeler un peu la particularité un peu de eFounders, je pense qu'ils n'ont pas vraiment changé leur manière de fonctionner, mais globalement, c'est eux qui ont l'idée et ils recrutent l'équipe et ils structurent et ils t'accompagnent, entre guillemets, dans les premiers stades de développement. Ouais, à l'époque, c'était déjà ça. Donc, ils ont un certain nombre d'idées / thèmes, parce que les idées, elles tiennent en une phrase. Donc, après, c'est tout ce que t'en fais, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'exécution qui compte au final. Exactement, mais même avant l'exécution, c'est comment tu transformes une idée en pitch produit, puis derrière en cible marché, etc. Donc ils arrivent quand même avec des thèmes. Tu vois, typiquement à l'époque, c'était knowledge base, c'était mieux gérer les expenses dans des boîtes. Je me souviens qu'à l'époque, Thibaut parlait de faire de la signature électronique. Ouais. Et donc, ils n'avaient pas lancé de projet là-dessus, mais ils ont fini par fusionner avec YouSign, qui est très connu. Qui est très connu, qui marche très bien. Et donc, leur modèle, ils ont des thèmes basés sur des thèmes un peu, tu vois, ils balayent les sujets. Ils recrutent des fondateurs, profil soit business, soit technique, peu importe l'ordre. Et une fois que tu as 2-3 personnes sur une idée, bah tiens, paf, ça en fait un projet, et puis les gars exécutent. Tu restes dans le studio pendant en gros 1 an et demi. Pendant ce temps-là, tu as des échanges, on va dire, hebdomadaires avec l'équipe sur des sujets produits et go-to-market. Et quand tu fais ton premier seed, même ton site d'ailleurs, parce que tu peux en faire qu'un. Là, après, tu prends entre guillemets ton envol. Plus, quoi. Tu relèves sur ton site. Exactement. Et là, tu prends ton envol, en gros, tu dégages, quoi. Pour laisser la place à d'autres idées. Ok. La question dont j'évoquais un petit peu en off tout à l'heure, et qui est une question aussi assez importante dans ce sujet-là, ils ont l'idée, ils apportent des ressources, à la fois financières, humaines. Comment tu négocies la part que tu as dans les projets? Ouais, alors donc c'est une vraie question. Le deal d'eFounders, déjà la proposition de valeur, d'eFounders, avant de parler du deal, c'est de dire, il s'adresse donc je pense à des profils, entrepreneurs, mais plutôt je dirais primo-entrepreneurs. Ensuite, la proposition de valeur, c'est de dire, on arrive avec un cadre et une méthode, donc en gros une idée et puis le fait d'avoir des échanges avec la core team toutes les semaines, ça cadence les débuts de projet. Parce que je peux reparler des débuts de Ribble et même des débuts de De Facto où tu es quand même assez seul chez toi sur ton canapé. Donc là, tu es dans un cadre. Ça, c'est la première proposition de valeur. La deuxième, c'est qu'ils apportent des fonds autour de 500K par projet. Et la troisième, c'est qu'ils t'apportent en fait un réseau de potentiellement tes premiers clients et tes premiers investisseurs. Donc ça, à l'époque où on a lancé Spendesk, ça coûtait en gros 50% de la boîte. Et le reste, c'était 50% pour les fondateurs. Je crois qu'ils ont un petit peu itéré sur le modèle parce qu'il y a un peu plus de concurrence. Il y a des accélérateurs type YC qui ne prennent que 7%. Il y a des fonds de pré-amorçage qui te permettent de lever quelques centaines de milliers d'euros sur une idée qui prennent de l'ordre de 20-25%. Mais qui t'apportent aussi beaucoup moins de ressources au global. Ils t'apportent une ressource financière, peut-être un réseau d'opérateurs, les fonds. Mais chez eFounders, tu as vraiment... eFounders, c'est exa maintenant, t'es beaucoup plus calibré. Voilà, la question, c'est est-ce que tu valorises ces ressources supplémentaires à 25%? Ça dépend. Oui. C'est pas toujours vrai, on va dire. Ok.
Et donc c'était ça à peu près le deal. Et ensuite, du coup, il te reste 50% à partager entre associés et avec ton équipe, quoi, en quelque sorte. D'accord. Et donc ça fait ça, quoi, la moitié de la boîte, quoi. C'est ça. Ok. D'accord, non, mais hyper intéressant. Et là où je voulais en venir, parce que le Startup Studio, c'est en quelque sorte permettre de créer de bons projets avec des étapes très précises. Et en quelque sorte, un invité qui était passé il y a quelques temps, qui était passé sur la saison d'avant, qui travaillait notamment, je passe le bonjour à Emmanuel Papadacci, qui dirige maintenant le Village by C à Paris, Ouais. qui était passé par la fabrique. Ouais. Et il m'a dit, tu sais quoi, Pierre, la vie d'une start-up, ça sera plus dans 10 ans des gars qui se lancent comme ça à l'arrache et qui vont découvrir un peu à l'aube de la Startup Nation au début, des gens qui apprennent un peu sur le terrain. Les meilleures boîtes, ça sera des boîtes qui sont normées, qui suivent un process. Et il m'avait donné l'exemple du Fordisme, où en fait, tu tailorises certaines tâches, et en fait, on sait qu'avec l'expérience, il faut faire telle chose, dans tel ordre, pour maximiser les chances de succès. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Alors, je le connais bien, Emmanuel, on se croise pas mal. D'accord, oui et non. Alors, c'est pas parce qu'il existe des chaînes de production que tout doit être chaîne de production. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, un playbook, je pense, ce qui vous donnait comme image, c'était de se dire, en fait, il y a plein d'erreurs qu'on peut faire, et aujourd'hui, on commence à avoir des retours d'expérience sur ce qui marche et ce qui marche pas, et limiter, en gros, les échecs par un playbook, quoi. Non, ça, je pense que c'est vrai. Une chaîne de production, c'est ultra déterministe. Ouais, bien sûr. Tu sais ce qui arrive en entrée, tu sais ce qui arrive en sortie, et donc tu définis des étapes et tu les automatises. Je pense que quand tu lances une startup, c'est moins vrai parce que du coup, si c'était déterministe, pour le coup, ça aurait déjà été exécuté. Ouais. Donc en fait, à un moment donné, quand on lance une boîte, on prend un pari quelque part. On prend un pari que le marché n'a pas vu qu'il y avait une inefficience, n'a pas vu qu'il y avait une opportunité, et peut-être que ce pari est faux, voire qu'il est probablement faux. Parce que dans la probabilité, quand on lance une startup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, j'ai plus les chiffres, mais c'est un bon 70-80% de chances d'échec. Je crois que c'est assez documenté, le nombre de boîtes qui passent la série A puis la série B, mais c'est de l'ordre du pourcent. Ouais, c'est ça. Mais il doit y avoir des index ventures qui publient ce genre de trucs. Donc oui, statistiquement, c'est compliqué. Moi, ça ne maximise pas ton espérance de gain versus faire de la banque, quoi, par exemple. Ouais, bien sûr. Ce qu'on sous-estime en sortant d'école, par exemple. Parce que même si on sait que la proba de succès est de 1%, on se dit toujours qu'on est meilleur que la moyenne, et donc on se dit toujours qu'on a plus de chances que la proba moyenne. Mais c'est comme ça que naissent des super projets et de super stories. Sans lancement, du coup, on ne saura jamais. Donc, tu es obligé d'avoir... alors, je fais pas d'escalade, mais j'ai pris un cours d'escalade une fois où, à un moment donné, quand t'as tous tes appuis sur des prises, et puis t'as une prise qui est loin, à un moment donné, il faut se lancer. Ouais. À un moment donné, t'as tout lâché, tu vois. Et tu sais pas si tu vas l'attraper, le truc. Et si tu l'attrapes pas, tu tombes. Et donc, à un moment donné, en fait, faut se lancer, et tu peux pas prouver que tu vas y arriver en amont. Sinon, en fait, je pense que ça existerait déjà. Et du coup, sachant ça, tout l'objectif, c'est étant donné les hypothèses qui nourrissent le pari que tu fais, c'est de converger le plus rapidement vers une solution là-dessus. Et donc, je pense que il doit exister des playbooks, tu vois, de recrutement, de levée de fonds, de développement produit, de structuration d'équipe, etc., qui permettent de minimiser les risques d'exécution. Il existe des playbooks qui te disent sortez de votre building et allez parler aux gens, etc. Mais en fait, l'objectif, c'est de valider les hypothèses que tu as quand tu te lances. Oui. Ouais. C'est des bons points déjà. Non, mais je faisais ce parallèle-là et j'ai tiré un peu les traits sur ce qu'il avait dit, mais c'était... Voilà, l'univers Startup Studio était fait, entre guillemets, pour minimiser, en tout cas, les risques d'un lancement de projet. Et c'était aussi ça, un petit peu, les contours, en tout cas, de ses propos quand il était passé dans le podcast. De manière très pragmatique, chez eFounders, je me souviens qu'on avait 2 meetings hebdomadaires, un meeting go-to-market et un meeting product committee. Okay. Et en fait, je pense que, grosso modo, c'est vraiment les 2 sujets sur lesquels il faut réfléchir en permanence en tant que fondateur. Et le simple fait d'avoir ces 2 meetings face à des gens qui sont assez bons te force à bosser dessus. Okay. Parce que t'as pas envie de passer pour un con. C'est un peu comme les heures de colle en prépa, quoi.
Exactement. Donc en fait, t'as juste t'as à minima un nudge qui te force à bosser sur les bons sujets. Et du coup, Et tu à maximises t'orienter les aussi, chances. à t'orienter et pas t'éparpiller forcément aussi. Ouais, et après, t'as le conseil, t'as les conseils en soi, qui sont des opinions. Les opinions découlent de l'expérience, donc c'est cool de télécharger de l'expérience plutôt que de potentiellement apprendre par soi-même. Mais c'est des opinions qu'il faut probablement challenger parce qu'elles ont même potentiellement des biais. Ok. Euh, Non, mais très clair. Est-ce que pour toutes les personnes qui nous écoutent ici et qui connaîtraient pas Spendesk, tu pourrais qualifier de ce qu'était le projet à ses débuts, à son origine, et quelle était l'idée de départ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'écosystème, c'était un peu plus de 10 ans maintenant que ça a été peut-être lancé, un peu moins. 2016, ouais. 2016, ouais, 10 ans, tu Ouais, vois, ouais. en janvier, là, Ouais. quasiment. Quel était le constat de départ de cette boîte-là et quelle était la vision quand tu les as rejoints? C'est la vision que portait Rodolphe, le fondateur et CEO, qui maintenant a passé la main à un autre CEO. Donc c'est cool de voir en fait Ouais. l'évolution après, tu vois, des personnes et des rôles, etc. Le constat était assez simple, hein, c'était que la note de frais et plus généralement engager des dépenses pour le compte de sa boîte en tant que salarié, c'était un process qui était pas terrible. Ouais. Ça l'est encore pour plein de boîtes aujourd'hui, oui, tout à fait, surtout ouais. des grosses boîtes. Prenez Spendesk. Et donc, c'est pas terrible. Et voilà, parce que soit, grosso modo, tu fais une note de frais, donc tu avances les frais, il faut mettre les factures, machin. T'as l'équipe comptable qui valide, truc. Ou soit t'avais pas de solution, en fait. Donc, c'était que ça. Et donc, une innovation, je trouve, de Spendesk, c'est d'avoir dit, en gros, on prend un software, tu vois, un peu d'expense management, quoi. Ça existait. Il y avait Expensify qui était énorme, etc. Je sais plus trop où ils en sont d'ailleurs. Mais donc, ça existe. Et on va retourner l'expérience utilisateur en mettant dans le produit des cartes de paiement. Et donc de dire, quand un salarié veut dépenser pour le compte de sa boîte, plutôt que d'engager son argent à lui, personnel. il va engager un moyen de paiement de l'entreprise. Mais donc se pose la question de, si je te donne une carte de ma boîte, je veux pas que tu fasses n'importe quoi avec. Je veux pas que tu dépenses les millions qu'il y a sur nos comptes, par exemple. C'est sûr. Et donc, la contrepartie de ça, c'est d'offrir les bons systèmes de contrôle et de monitoring pour les équipes finance. Et donc, je pense que l'innovation à l'époque, qui était vraiment pas évidente, c'était de mettre des services de paiement, en gros une carte, dans un software de gestion. Okay. Et ça, du coup, c'était une proposition de valeur qui était complètement nouvelle, qui était plutôt cool et qui a bien marché. Ok. Quel est le moment où tu vas te dire Spendesk, ça va être une énorme boîte et ça va cartonner? Jamais, jusqu'au moment où en fait ça l'est, parce que la réalité c'est que t'es tout le temps, ou en tout cas moi personnellement, t'es tout le temps nourri de doutes, quoi, tu vois. Donc je trouve que c'est vraiment par étapes, quoi. Donc au départ, tu te dis ça, tiens, l'hypothèse c'est que dans le monde de l'expense management, c'est le fait d'engager son propre argent qui est pété. Et donc, pour valider cette hypothèse, tu lances ton moyen de paiement et tu vois si ça fonctionne. Donc là, du coup, tu commences à avoir tes premiers clients, tu commences à avoir des canaux de distribution qui se mettent en place. Ouais. Donc nous, c'était de la vente directe. On faisait du phoning et on vendait le SaaS. La product roadmap qui se dessine, ça grossit, etc. Mais tu sais pas où ça va, quoi. Ouais. Tu peux extrapoler des choses, du genre un taux de conversion. On avait un taux entre de call à client, on avait, je sais pas, peut-être 20%, tu vois, de transformation. Un client nous ramenait, je dis n'importe quoi, 500 € par mois. Donc, tu multiplies par le nombre de boîtes et ça te permet d'extrapoler quelque chose. Donc, du coup, tu arrives à objectiver qu'il y a une chance que ça devienne gros, mais t'es jamais sûr, quoi. T'es jamais sûr. Que tu commences à avoir des problèmes de conversion, des problèmes de churn, des problèmes d'usage, des problèmes de support. Et donc, en fait, tu as toujours plein de merde qui t'arrivent, qui te mettent le doute. Des clients te demandent quelque chose, ça fait diverger ta roadmap produit. Est-ce qu'il faut y aller ou pas? Et je pense que ouais, tu réalises que c'est devenu gros une fois que ça l'est, quoi. Qu'est-ce qui était le plus dur au décollage de Spendesk? Le plus dur? C'est peut-être une question pas facile. Hein. Non, c'est le plus dur. Franchement, au démarrage de Spendesk, on a eu la chance de
d'avoir un bon product market fit assez rapidement, en fait. Dans le sens où le premier set fonctionnel avait une très bonne adoption, avait une bonne conversion, avait une bonne willingness to pay. Et après, derrière, tu déroules, continues, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas eu on n'a pas eu à faire de pivot, qui, je pense, est l'un des trucs les plus difficiles. Parce qu'en fait, Il n'y a que la boîte pivot que tu connais sûrement qui n'a Ouais, jamais pivoté. Exactement. Donc, je pense qu'au démarrage de Spendesk, ce qui avait été très dur, c'était notre seed, par contre. C'était notre première levée de fonds. Où là, je me souviens, donc c'était Rodolphe qui lidait le truc. On avait été voir pas mal de fonds de seed, essentiellement d'ailleurs des fonds français. Je sais plus moi, des Daphne, des Serena, ce genre de fonds. Et en fait, vu qu'on était en train de créer une sorte de catégorie, entre guillemets, entre un software et du paiement, en fait, on savait pas trop où nous placer. Et du coup, en fait, on a galéré à faire notre seed et on a finalement levé avec 50, 70 business angels. Ok, c'est énorme. Ouais. Ok, vous avez levé combien? Je crois entre 1,5 Ok. 1,5 millions. Et qu'avec des business angels? Ouais. Aucun fonds ne vous a suivi, rien du tout. Non. Ok. Les fonds c'est fou, hein. Les fonds nous bazardaient. Mais vous faisiez déjà du revenu à peu près en seed? On faisait déjà du revenu. On avait des chiffres qui étaient bien, qui montaient une belle croissance. C'était assez early dans l'histoire. Ouais. Il y avait le fait qu'on venait d'e-founders, qui, en tant qu'entrepreneur, c'est rassurant, mais pour un fonds, c'est parfois, ça soulève des questions. Ils disent, mais c'est qui ces gars à 50% de la boîte? C'est bizarre ce truc. Donc ça soulève des questions, au seed et surtout à la série A. Tu veux dire de pourcentage de dilution? Pas forcément dilution, mais en fait, un fonds qui arrive, il veut prendre son ownership à lui, généralement autour des 20%, et il veut maximiser les chances que ça aille très loin, et donc maximiser ton ownership à toi, en gros. Et du coup, quand tu as déjà en fait une jambe en moins, se pose la question de est-ce que en fait ça peut faire vraiment une boîte à 1 milliard, quoi, le fait que tu démarres plutôt bas. Okay. Et donc c'est donc une en objection... gros de ton implication dans le projet jusqu'à la fin, c'est ça qu'on reproche, enfin dans l'écosystème VC dans lequel on est aujourd'hui, tu vois, les questions qui se posent, c'est est-ce que à un moment donné les fondateurs sont pas trop dilués et est-ce qu'ils sont encore assez incentivés dans le projet? Ouais. Est-ce que toi, à un moment donné, ça a été un sujet pour toi parce que tu étais parti à la série B, ouais. si on peut l'évoquer. Est-ce qu'à un moment donné, le fait d'être dilué et de devoir, entre guillemets, cravacher pour son projet, ça a un impact à un moment donné? C'est une bonne question. Je pense que c'est un impact indirect, mais ça n'avait pas été, moi, mes moteurs de départ. En gros, je suis parti en 2020, donc 4 ans après les débuts de Spendesk. On était post-série B, donc on était monté, par exemple, à 250 personnes. On faisait autour de 10 millions d'euros d'ARR. On était présent dans 5 pays. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivé chez eFounders, j'avais en gros mon expérience qui n'avait pas marché avant. Et mon objectif, c'était de faire une boîte qui marche. Et pour moi, le critère de succès, c'était au minimum une série A. Donc, en fait, avec la série B, j'étais déjà au-delà de mon objectif perso. Et ensuite, se pose la question de est-ce que tu es toujours aligné, en fait, avec les valeurs de la boîte? Ça, oui. Avec le projet et la direction stratégique. On a évidemment on avait des sujets de discussion, quoi, mais normal. Rien de foufou. Est-ce que tu prends toujours du fun au quotidien, qui pour moi est un point très, très important. Et je pense que c'est sur le troisième point où c'était un peu moins vrai, parce que Spendesk était devenu assez gros, 250 personnes, et donc les enjeux étaient plutôt autour de structurer l'organisation que des enjeux plus produit-client. Ou en tout cas, moi, mon rôle avait vraiment changé, passé d'un rôle de... parler à des clients, construire le produit, etc., un rôle plus d'organisateur. Ouais, de manager, en quelque sorte. Exactement, qui me plaisait moins, quoi. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, pour le coup, j'ai écouté un podcast à ce sujet-là. Tu as dit, après Spendesk, que j'ai pris une pause dans ma vie. On reviendra peut-être sur ça et sur ce qu'on entend un petit peu dans le secteur de la tech en ce moment, sur tout ça, le rapport au travail, etc. Pourquoi tu décides à ce moment-là de faire une pause dans ta carrière? Déjà parce que je le peux.
Ok. Donc là, pour le coup... À ce moment-là, est-ce que tu sors tes parts tu cash out ou pas? Alors, j'étais obligé de vendre. Ok. En fait, comme je suis parti, en gros, avant 4 ans, j'étais théoriquement encore bad liver, et donc j'étais obligé de vendre. Ok, donc un prix pas forcément... Avec une décote, mais sans rentrer dans le détail. Ok. Donc moi, à ce moment-là, du coup, je liquide la grande majorité de mes actions Spendesk. Ça me permet du coup d'avoir des liquidités, ce qui est pas mal. Et donc, je peux voir venir, quoi, en gros. C'est en plein Covid, il s'avère. Et donc, j'ai pas eu le choc de... T'es au bureau, tu vois, un jour, et puis le lendemain, t'es seul chez toi, sur ton canapé en jogging. Ouais. Tout le monde était sur son canapé en jogging de toute façon. Donc, j'ai pas eu ce choc-là. Et ensuite, donc je quitte Spendesk, pas pour autre chose, mais juste parce que j'en avais plus envie, quoi, en quelque sorte. Et donc, je me retrouve avec rien. Et donc là, la question, c'est est-ce que tu te remets tout de suite dans quelque chose ou est-ce que tu prends une pause? Du coup, j'ai eu l'opportunité de le faire et je l'ai fait. C'était super. Ok. Quand tu passes d'une boîte en hyper croissance et que même s'il y a eu le Covid, tu te retrouves chez toi, est-ce que c'est pas bizarre quand même comme sensation au début? Si, au départ, c'est un peu comme... tu passes quand même d'un environnement où tu te mets la pression, où on te met la pression aussi, en partie. Indirectement, t'as un climat qui est anxieux, qui est un peu anxiogène quand même, tu vois. Anxiogène à cause du Covid et pressurisé à cause des objectifs de résultats qu'on a, tu vois. Ah ouais. Donc ouais, tu passes de tout ça à rien du tout. Et donc, je trouvais ça assez intéressant à vivre, l'espèce un peu de saut dans le vide où en fait, d'un coup, tu as des journées où le temps te paraît infini. Et du coup, moi, je voulais pas me retrouver à rien faire. Donc en fait, le matin, je me réveillais quand même tôt, je m'habillais. C'est déjà une étape importante. Ouais, exactement. C'est vraiment futile. Et après, derrière, je m'étais listé un certain nombre de trucs que j'avais envie de faire. Donc, je voulais réapprendre à faire du deep learning. Je voulais apprendre à cuisiner. Je voulais passer mon permis moto, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Et donc, voilà, en fait, très vite, tu te listes plein de trucs très sympas, quoi. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant 6 mois. Ça m'a permis de vraiment, en gros, recharger les batteries, quoi. Ouais. Digérer l'expérience. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je referais différemment, ce que je referais pareil. Ouais. Et puis essayer de réfléchir un petit peu à t'as envie de quoi pour la suite, quoi. C'est très bien que tu me dises ça parce que en ce moment, j'ai vu plein de posts là, ces derniers jours sur LinkedIn sur le 996 et la manière de scale et de regrouper ses équipes, d'être hyper focus et d'avoir un rythme de travail hyper soutenu. Est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as quand même lancé 2 boîtes, qui est à le début de Spendesk, et on parlera de de facto ensuite, est-ce que le 996 c'est puissant et c'est utile dans la Startup Nation ou alors pour toi ça provoque des effets totalement contraires? Je sais pas si 996 c'est l'optimum, mais en tout cas je pense qu'il faut bosser le plus possible. Donc je pense qu'il y a... Alors oui, il y a des gens plus productifs que d'autres, mais si t'es productif et que tu fais 996, t'es une machine de guerre, ça s'appelle. Donc je pense que y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de magie. Je pense qu'on vit dans des environnements hyper concurrentiels. Même si on lance un truc sur l'IA, il y en a déjà 150 000 personnes qui font pareil que toi. Si tu te mets dans l'industrie, tu as l'industrie chinoise qui te fait 100 fois moins cher que toi. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de secret. Donc, je pense qu'il faut chercher de la productivité qui peut venir par une forme d'équilibre, par s'aérer l'esprit, etc. Mais moi, je pense qu'il faut mettre de la production, quoi. Ouais, un petit peu. Ok, non, mais assez d'accord, assez constat où j'ai l'impression que des fois, on se cache un peu derrière certaines vérités. Tu vois, de se dire, où on se voile un peu la face, de se dire, il y a beaucoup de gens qui ont réussi et qui choquent un peu les gens quand ils disent que, tu vois, ça bosse en 996 et les gens leur disent, mais en fait, que font ces gens dans leur vie? Et à la fois, tu as l'impression que, en fait, derrière la réussite de chaque projet et de chaque personne, il y a sûrement beaucoup de sacrifices et des fois on embellit un peu et on cache un peu la réalité. C'est sûr, mais quand tu... je me souviens que c'est le fondateur de Revolut qui disait ça, Nick, sur l'une de ses vidéos. Je dis Nick comme si je le connaissais alors que pas du tout. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. Moi je travaille comme un dingue et j'attends que les gens autour de moi travaillent comme des dingues. Je comprends que ça plaise pas à tout le monde.
Je comprends qu'on n'ait pas envie de faire ça, mais je pense qu'il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. C'est pour ça que Revolut, aujourd'hui, ça vaut 75 milliards. C'est parce que les gars, ils sont des brutes de travail. Quand tu lis les bouquins d'Elon Musk, sa biographie, là, qui est vachement bien, bon, il y a des sujets autour de lui, sur voilà, son implication politique, etc., peu importe. Le type était multimilliardaire et il dormait sur le toit de son usine, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il n'y a pas de secret. S'il a réussi à faire en sorte que au 3e lancer de SpaceX, ça n'avait pas explosé en vol, mais ça a marché, c'est parce qu'en fait, il a dormi dans son usine et qu'il était là à challenger le moindre boulon. Ouais. Donc la réussite ne s'improvise pas. Elle se construit. Moi, je pense pas. Ouais. Tu peux avoir des histoires où coup de chance, il y a eu une approche un peu plus balanced. Ouais, et même où les étoiles se sont bien alignées. Bien sûr, au il bon faut de la moment. chance, hein, Il faut de la chance, en partie. Il suffit pas de s'allonger sur le toit de son usine. de son hangar pour être Musk. Mais moi, je pense que c'est quand même une condition nécessaire, quoi. Je pense que, on disait qu'en startup, ce qu'il faut, c'est minimiser les risques que ça marche pas, avec des playbooks, avec le Fordisme, tout ça. Tu maximises tes chances de succès si tu mets beaucoup d'efforts, quoi. Ouais, bien sûr. En 2021, si je me trompe pas, c'est là où va commencer De Facto. Je crois que c'est cette période-là, tu me dis si je me trompe, c'est ça. Et tu vas expliquer ce qu'est De Facto et aussi le contexte dans lequel tu es à ce moment-là, le contexte macroéconomique, parce que ta solution a un impact, ou en tout cas est impactée, ça marche dans les deux sens, par la situation macroéconomique, par les taux, et surtout tu vas combler un pain point. Il y a plusieurs solutions qui se sont lancées un petit peu sur le créneau du lending. Ouais. Tu me diras, tu m'excuseras du terme, mais le lending en soi. C'est ça. Et c'est toujours intéressant. Et du crédit, voilà, du crédit. Et hyper intéressant de connaître un petit peu ton contexte, de savoir avec qui tu t'associes, et surtout, en fait, comment ça se passe et comment tu observes un petit peu ce play. Alors, ça va paraître beaucoup moins réfléchi que ce que ça l'était réellement. Est-ce que ce que tu as dit aux investisseurs quand tu étais venu les voir pour lever des fonds? La réalité, c'est que du coup, donc j'ai pris une pause de 6 mois. Et après, les deux grandes catégories d'options qui s'offraient à moi, c'était tenter de rejoindre un Stripe en senior product manager. En gros, faire un truc fintech dans du produit, ou bien remonter un truc. Et finalement, je décide de remonter un projet. À ce moment-là, du coup, on se rapproche avec mes associés actuels, qui sont Marc-Henri Gir, qui est en gros un copain d'école, qui lui est resté en Californie après nos masters respectifs, qui a bossé du coup 10 ans aux States, et qui, quand il revient en France, on reprend contact et on décide de s'associer. Et la troisième personne s'appelle Morgan Ohana. On était collègues chez Spendesk, on était assis à côté parce qu'on travaillait sur on travaillait d'ailleurs pas du tout sur la même chose, mais il s'avère qu'on était assis à côté et qu'on avait sympathisé. Et chez Spendesk, elle s'occupait de tout ce qui était canaux de distribution alternatifs. Et donc, on se réécrit, on dit voilà, on va réfléchir à monter quelque chose, est-ce que ça te branche? Ouais, cool. Donc du coup, on décide de se lancer. On s'aligne sur un peu l'ambition, sur la typologie de projet qu'on veut faire. Donc on a une ambition européenne, on veut monter un gros truc, on veut s'adresser à un problème très profond pour les entreprises. On voulait pas faire un SaaS B2B nice to have pour des SaaS B2B. Okay. On voulait essayer vraiment d'attaquer quelque chose d'assez profond, quoi. Et donc la fintech, c'est une industrie qu'on commence à connaître. On commence à avoir des contacts, on commence à connaître des métiers, etc. Et donc, le financement apparaît comme le problème le plus profond que tu puisses avoir en tant que boîte, puisque en tant que dirigeant ou en tant que CFO, financer ton BFR, ton besoin en fonds de roulement, c'est ton obsession. Et tout le monde en a besoin. Okay. Est-ce que pour des gens, par exemple, qui ne connaîtraient pas ce qu'est un besoin en fonds de roulement, pour un public qui n'est pas forcément spécialisé fintech et tout ça, tu peux expliquer en gros la vraie contrainte qu'ont les cibles que tu adresses. Alors toi, tu as plutôt un prisme PME, peut-être, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux expliquer globalement, mais très simplement, le besoin auquel tu réponds pour que ça paraisse hyper clair pour tout le monde? Donc le besoin en fonds de roulement, c'est quand je suis une entreprise et que, par exemple, je vends à d'autres entreprises, celles-ci vont potentiellement mettre du temps à me payer.
Donc, si je suis une PME et une SS2I et que je vends une prestation de service à L'Oréal et que L'Oréal me paye dans 90 jours, ce qui est généralement le cas, sans jeter la pierre, sans enfoncer L'Oréal, évidemment, parce que c'est pas les seuls. Et ben moi, pendant ces 90 jours-là, j'ai pas touché l'argent de ma mission, alors que je dois payer mes salaires et mes bureaux. Donc ça, c'est du BFR. À l'inverse, quand je suis une entreprise, par exemple, industrielle ou une boîte de retail, je dois acheter du stock, des chaussures, des boulons, des pièces détachées, pour éventuellement les transformer, les assembler, les vendre et encaisser ces ventes. Et donc là, ça me crée un cycle pendant lequel je dois sortir une dépense et j'attends peut-être 3 à 4 mois avant d'encaisser le fruit de ma production. Si tu l'encaisses. Et si tu le vends, exactement. Et donc ça, c'est du BFR côté achat. Et donc, le BFR, du coup, c'est quelque chose qui est structurel pour un certain nombre de boîtes et qui ne dit absolument rien sur le fait que tu sois bien géré ou profitable. Oui. Tu peux être une boîte qui vend une mission à L'Oréal 100 alors que ça te coûte 50. Donc, tu fais une rentabilité de 50%. Mais si tu n'as pas les 3 mois de cash pour payer ton loyer et tes salaires, tu meurs. Oui. Donc, en fait, des boîtes très bien gérées avec des très beaux modèles peuvent tout simplement ne pas exister ou ne pas croître à cause de ces contraintes de BFR. Et donc, c'est ça qu'on adresse. C'est ça que vous adressez. Exactement. Et comment ce pain point, tu le découvres parce que j'imagine, donc là, à ce moment-là, il y a des nouveaux acteurs qui se lancent dessus, j'en ai en tête en France. La question qui se pose, c'est quelqu'un qui nous écoute nous dirait, mais pourquoi je ne vais pas voir ma banque et elle m'avance cet argent? Ouais, donc le crédit et le BFR, c'est pas nouveau. Ça ne nous a pas attendu. Bon, ça existe depuis un moment. Ils n'ont pas attendu que Jordan se réveille un jour en caleçon pour que le problème existe. Donc ça existe depuis toujours. Le crédit, ça existe depuis 4000 ans. Le marché du BFR en France, c'est 700 milliards d'euros. Dans la zone euro, c'est 3,2 trilliards d'euros. Et on a regardé, c'est adressé à moins de 50% par les banques. Pourquoi ? Voilà. Et donc, les solutions qui existent sur le marché, les alternatives, sont en gros offertes par des banques, type c'est de la facturage, la ligne de crédit, ce genre de choses. Et le besoin n'est adressé qu'à 40%. Et donc, pourquoi ? Et donc, ça, c'est un peu toutes les hypothèses là, que je disais au départ. C'est qu'en fait, quand tu regardes le process d'octroi, c'est je dois aller voir une boîte, je dois aller lui demander des informations pour analyser sa solvabilité. Puis derrière, je vais lui faire un contrat, je vais lui mettre les fonds, je vais mettre des contrôles en place pour voir qu'elle me douille pas. Ouais. Je vais me faire rembourser. Je dois gérer des edge cases type j'ai changé de compte, etc., etc. Et donc tout ça, en fait, ça coûte. Ça coûte aux établissements bancaires qui ont des process bien rodés, mais qui ont des process qui coûtent cher unitairement. Et donc, ces process-là, c'est rentable pour des boîtes qui font en gros 50 millions d'euros de CA et plus, à qui tu peux prêter 10 millions. Mais pour prêter une ligne de 1 million, ça te coûte trop cher. Ouais. Donc, tu n'y vas pas. Ok, c'est pour ça, c'est dans ce contexte-là que tu as créé cette boîte. Exactement. Et la question que je voulais te poser, pour qu'on comprenne, quand tu fais cette boîte-là, on va revenir un petit peu sur la spécificité et comment ça fonctionne. Mais à ce moment-là, tu arrives dans un contexte économique qui est plutôt favorable. Ouais. En 2021, ouais. Les taux d'intérêt sont plutôt faibles. Ouais. Donc globalement, tu peux prêter. Tu vois, comment dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, avec des taux qui sont un peu différents de ce qu'on a pu connaître, comment on vit ça, une montée des taux et un changement de contexte entre le moment où tu crées et le moment où tu es, comment on vit ça? Alors, quand on se lance, on n'a pas du tout ce recul-là. D'accord. Donc moi, les taux d'intérêt, le Ribor, je ne savais pas ce que c'était. Ouais. Ok. Tu vois, Tu savais pas. Le taux interbancaire, quoi, je ne savais pas ce que c'était. Quand j'ai regardé la première fois, j'ai vu que c'était à moins 0,5% depuis 15 ans. Je me dis, bon, bah, on s'en fout, c'est à moins 0,5. Ouais. J'ai pas du tout le recul de me dire, tiens, c'est un... Parce que quand on se lance, c'est début 2021. C'est mi-2021. On est en 3e confinement de Covid. C'est juste avant la bonanza de la Startup Nation, qui, elle, était plutôt fin 2021, début 2022. Donc, quand on se lance, on est encore dans un climat un peu
d'incertitude sanitaire, on ne sait pas encore qu'en fait, les vannes étaient pleines ouvertes et qu'en fait, on allait avoir une flopée de licornes derrière, parfois des licornes de paille malheureusement, qui allaient arriver. Donc on n'a pas ce recul. Mais c'est assez fou parce que tu te lances sur le landing et tu me dis, je savais pas que c'était le rebord. Alors oui, ça peut paraître... donc on savait quand même un certain nombre de choses, mais si tu veux, pour nous, comment dire, je trouve que une bonne question quand on lance une startup, c'est un peu la slide que parfois tu mets dans tes pitch decks, qui est le why now. Donc, le crédit, ça existe depuis toujours, c'est des gros marchés, il y a des alternatives, des solutions bancaires, etc. Donc pourquoi lancer un truc maintenant, tu vois. Ce que tu dis, des taux bas et liquidité abondante, c'était un why now pour démarrer. C'était pas un why now pour perdurer, en confère un certain nombre de concurrents qui n'ont pas survécu à la montée des taux. Nous, les why now qu'on avait identifiés, ou plutôt nos hypothèses de why now, c'était l'open banking. Ouais. Donc la capacité... Avec DSP2 qui a... DSP2, exactement. Ouais. Donc la capacité d'accéder à des nouvelles données de manière complètement automatisée. Pas sans limite, mais en gros, les banques étaient obligées de te fournir les API. Exactement. Tout ça. Donc l'open banking, c'est tu as un droit d'accès par API aux données bancaires des gens qui te donnent leur consentement. Ouais. Et donc, grosso modo, ça nous a permis d'aspirer les données financières d'une boîte qui venait chez nous et de analyser sa solvabilité de manière complètement automatique et donc en temps réel. Donc, notre promesse était, au lieu d'attendre plusieurs semaines, ce qui est le délai typique d'obtention d'un crédit bancaire, chez De Facto, ça prend 30 secondes. Okay. Donc ça, c'est une proposition de valeur qui est hyper forte pour les PME qui ont besoin de solutions agiles pour pouvoir en fait évoluer dans un marché volatile. Okay. Donc ça, c'est un premier why now. On avait un deuxième qui était la finance embarquée. Donc ça, c'est un pari qui me tenait à cœur en sortie de Spendesk. Et le constat, c'était de dire, en fait, il y a de plus en plus de logiciels un peu financiers qui embarquent des solutions de paiement. C'est ce qu'on avait fait chez Spendesk. Ouais. Et nous, en fait, on veut être la brique crédit. Donc, on veut permettre à ces boîtes-là d'embarquer des offres de crédit. Et donc ça permettait, en fait, de tacler le fait que le coût d'acquisition pour une banque des PME est trop élevé. Okay. Et donc, en gros, quand on s'est lancé donc, sur ce marché, les deux gros problèmes qu'on avait identifiés, c'était coût d'acquisition élevé, coût d'opération élevé, et donc on avait deux why now qui nous permettaient de résoudre ces problèmes sur le long terme. Et on avait un why now conjoncturel qui était plutôt positif. Exactement. Qui était un kicker et qui a créé, on va dire, plus de concurrence finalement. Dans ces modèles-là, et on en parlait un petit peu aussi sur le podcast à un moment donné, mais c'est une logique qui est un peu similaire, c'est de se dire, en fait, quand on prête, il faut qu'on s'assure de la santé financière de la boîte. C'est mieux si tu veux être remboursé. Voilà, c'est ça. Mais c'est un vrai sujet. D'autant plus que dans les modèles de lending, tu m'arrêteras si je me trompe, mais souvent, tu es obligé de lever un véhicule avec de la dette. Et ces véhicules de dette, il est hyper contre-intuitif, je trouve. Parce que si tu ne déploies pas l'argent de ce véhicule de dette, donc si tu lèves 100 millions d'euros auprès de telle banque, et que toi, tu l'utilises pour la dispatcher et la redonner pour financer des PME, si tu ne déploies pas ce véhicule te coûte de l'argent. Bien sûr. Et donc, la question qui se pose toujours, c'est de se dire, si je ne déploie pas l'argent, je perds de l'argent, ou en tout cas, ça m'en coûte. Ouais. Mais si je le déploie vite et mal, je ne serai pas remboursé. Exactement. Comment on gère cette équation ? Eh ben, c'est notre métier. Ok. C'est notre métier. Que dire ? Donc, quand tu lances un business de crédit, au départ, tu n'as pas de liquidité. Parce que pour prêter 100 €, il faut que j'ai 100 € sur mes comptes. Ouais. Et ces 100 €, ils viennent soit de mon equity. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a fait une levée de fonds de 3 millions d'equity en pré-seed. Donc, sur un DEX qui était là où ce qui n'était pas possible de faire ça en 2016, ou très, très rare. Et l'écosystème a mûri. Donc, c'était possible de faire ce genre de choses. Donc, soit ça vient de ton equity, mais du coup, ça te coûte très cher et tes investisseurs ne sont pas contents. Et dès que tu commences à avoir du track record, là, tu peux monter effectivement des véhicules de refinancement.
Ce qu'on a fait, on en est à notre 3e véhicule. Donc là, on a un véhicule qui peut monter jusqu'à 300 millions d'euros. Ok. Et on le fait avec Citibank, la 3e plus grosse banque américaine, et Viola Credit, un asset manager israélien. Ces 300 millions, ils nous permettent du coup de croître. Donc c'est cool, c'est pas un bottleneck dans notre croissance, mais il nous coûte effectivement de l'argent. Et donc, il faut quand même, il faut avoir les bons modèles de prévision de croissance pour à la fois, prendre le véhicule qui soit suffisamment gros pour pas te freiner, mais en même temps pas trop gros pour pas te coûter trop, quoi. Donc c'est de l'achat de stock, quoi, en quelque sorte. Et du coup, l'explosion des taux, opportunité ou cauchemar? La montée de l'Euribor en particulier. Ouais. Alors, donc je suis entrepreneur, donc il y a toujours un verre à moitié plein. Sinon j'arrête. Ça a globalement tendu les business models. Parce que nous, on emprunte à taux variable, c'est-à-dire à Euribor plus X. Donc Citi me facture Euribor plus X. Quand l'Euribor était à 0, je payais que X. Quand l'Euribor est monté à 4, je payais X plus 4. Donc en fait, juste tu payes plus cher, comme si tu payais plus cher tes stocks, quoi. Ouais. Si c'est pizzaiolo, tu payes plus cher ta farine. La question, c'est de savoir, est-ce que tu es capable d'absorber ces coûts et ou de les répercuter à tes clients. Il s'avère que dans un monde de taux hauts, en fait, il y a finalement moins d'offres sur le marché. Les banques ont tendance à prêter moins. À fermer les vannes. Parce qu'en fait, c'est ça que ça veut dire, en fait, les taux hauts. C'est grosso modo, il faut qu'il y ait moins d'argent qui circule, puisque l'argent est déposé à la BCE, pour freiner l'économie, pour ralentir l'inflation. Donc, en fait, les banques prêtent moins, ce qui, du coup, crée un appel d'air en termes de besoins. Et les boîtes ont des besoins. Et donc, tu as une opportunité de marché, mais qui te coûte plus cher et qui est potentiellement plus risqué. Parce que dans un monde où l'argent tourne moins, en fait, tu as potentiellement plus de défaillances, ce qu'on observe aujourd'hui. Et donc, grosso modo, c'était une opportunité qui était en fait juste plus difficile à piloter. Opportunité de marché évidente, mais plus risquée et qui te coûte plus cher. Donc, en fait, les modèles qui étaient un peu bancal, un peu trop approximatifs, finissent par exploser. Ok, très clair. L'épisode va bientôt toucher à sa fin, Jordan, parce que ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle. Voilà. Mais j'ai 2 petites questions. Dans ce modèle-là, et la dernière question sera plutôt le mot de la fin pour toi. Ça te permet d'anticiper ce que je pourrais te demander. La question que je voulais te poser maintenant, c'était sur la sélectivité des entreprises dans lesquelles tu prêtes, entre guillemets. Quelles sont les entreprises que tu ne finances pas? Donc nous, on a un positionnement horizontal, généraliste agnostique. Jusqu'à présent, on a financé 1,1 milliard d'euros à 15 000 entreprises dans 200 industries différentes. Beaucoup déjà. Ouais, c'est bien, on est très contents. Avec une équipe de 30 personnes, même pas. Et donc, en fait, ça témoigne que la promesse qu'on s'était faite en lançant, qui était grâce aux nouvelles techno, on peut automatiser et donc on peut distribuer à moindre coût, celle-ci, elle est vérifiée. Donc on a cette approche très généraliste, très horizontale, où c'est notre promesse que quel que soit ton business, si tu as un besoin en termes de BFR, on doit pouvoir le détecter, l'évaluer et te répondre en moins de 30 secondes. Il s'avère que tu as quand même un certain nombre de secteurs dans lesquels il faut... notre conviction maintenant, c'est qu'il faut se spécialiser, notamment le BTP. Le BTP, il y a du BFR parce que entre le moment où tu construis, où tu as un chantier et le moment où tu le vends, il peut se passer 6 mois. Et c'est typiquement en fait, des cycles de BFR qui sont trop longs pour que nos algos en fait, les apprécient proprement. Donc typiquement, le BTP, on pense qu'il faut avoir une approche plutôt orientée par chantier que par entreprise. Et du coup, en fait, on a décidé de s'en éloigner un petit peu, quoi. Ok, d'accord, très clair. Non, mais écoute, parce que je savais qu'en fonction dans le lending, tu avais des gens qui préféraient plusieurs typologies d'acteurs. Je sais qu'il y en a qui sont plutôt mis sur des marketplaces, d'autres qui évitent certains secteurs. Et c'était juste une question très simple, c'était pour moi aussi, pour que j'en apprenne un peu plus. Peut-être que ça intéressera personne, mais en tout cas, moi, ça m'intéressait. Dernière question qui est plutôt le mot de la fin, Jordan. Avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tous les éléments qu'on a traités,
un peu plus technique, même si on n'a pas été non plus trop technique. Si tu avais un mot de la fin à donner à toutes les personnes qui ont survécu à nos échanges, et survécu à tout ce qu'on a pu évoquer, qu'est-ce que tu leur dirais? Merci pour l'écoute, quoi. Qu'est-ce que je leur dirais? Non, mais écoutez, merci. Si vous avez du feedback ou des questions ou qu'on vous souhaitez approfondir, sur des factos de manière générale, voilà, des besoins de financement, évidemment. On peut m'écrire sur LinkedIn, quoi, en quelque sorte. Donc, trouver du financement facilement et rapidement. Et rapidement, exactement. C'est surtout ça le mot, c'est rapidement. Exactement. Merci beaucoup, Jordan. Merci à toi.